Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette imposante machine. Donc c'est une imprimante 3D 2 en 1 puisqu'elle fait également laser avec cette tête modulaire. C'est ce qui m'a fait accepter le test lorsque le shop Geekbuying nous a proposé de la tester. Donc c'est quand même une machine qui vaut entre 500 et 600 € sur leur site en fonction des promos. Donc c'est une belle machine. Je trouvais sympa ce concept modulaire. Je trouvais aussi sympa son air de X1, sachant que avant la Super Acer, la Artillery X1 était mon imprimante 3D daily, comme on dit, mon imprimante 3D tous les jours, mon imprimante 3D préférée. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de la tester. Et donc cette machine, c'est la Tevo Up Hydra. Tevo Up, je ne sais pas trop comment on prononce. Le fait est que Tevo Up, c'est la restructuration entre guillemets de la marque Tevo suite à différents entre guillemets problèmes en interne. Ils ont souhaité refaire une marque un peu plus qualitative, aussi bien en termes de matériel que de communication et de support. Mais ça, on en reparlera dans la suite de l'article. Donc juste après le générique, quand même, je vais vous présenter rapidement, je vais vous parler rapidement du packaging. Ensuite, je vous parlerai du montage, des réglages et des impressions et gravures laser. Donc ce sera une vidéo que je vais essayer de faire rapide parce que ce n'est pas une machine que j'ai pu tester longtemps pour plusieurs raisons. J'ai eu des problèmes en impression 3D. Pour le laser, sachant que ça fait de la fumée, j'essaie de faire ça dehors. On n'a pas eu forcément une bonne météo les semaines où j'ai voulu faire les tests. Et aussi parce que j'ai d'autres machines en liste d'attente à tester et des machines qui m'intéressent un petit peu plus. Et en fin de vidéo, bien évidemment, je vous ferai une petite conclusion avec les points positifs et les points négatifs de cette machine. Et surtout, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas encore une fois à aller consulter le topic sur le forum où j'y ai listé toutes les étapes et tous les détails techniques du test. Donc si vous avez besoin d'informations techniques ou chronologiques, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et ensuite, dès que j'aurai le temps, je ferai également un article sur le blog récapitulant tout avec une petite note. Donc la machine, elle n'est pas arrivée comme ça, elle est arrivée dans un carton. Je mis des photos sur l'article de taille plutôt raisonnable. C'est classique pour une imprimante 3D de cette taille-là. C'est assez gros puisque c'est quand même une assez grosse machine. L'intérieur était bien protégé. En termes de packaging, c'est plutôt complet. Je vais vous montrer ça quand même très rapidement. On avait la classique spatule pour enlever les objets du plateau qui n'est pas amovible. Donc ça, c'est important. Le câble USB si on veut la piloter ou la régler depuis un ordinateur. Une petite trousse floquée Tevo avec différents accessoires et pièces de rechange dedans. Donc on a de la colle UU, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, j'imagine que c'est pour en mettre sur le lit et que ça colle un petit peu mieux. C'est un lit micro texturé chauffant, il est nickel, super plat, j'ai eu aucun problème d'accroche avec, donc la colle je ne m'en suis pas servi. Ensuite on a des roulettes en V de rechange, une buse de rechange, buse de 0,4 mm en laiton classique. Ici, on a un petit peu de visserie et d'écrouté pour monter les pièces si on les a perdues. On a des riselants que je n'ai pas utilisés. Tout un jeu de clé Allen qui permet d'effectuer le montage et les différents réglages. Une petite aiguille de débouchage de la buse en cas de bouchage. Et le capuchon d'une clé USB qui est encore branché sur mon... Non, qui est branché sur l'imprimante 3D. Donc voilà, la clé USB avec quelques infos dessus, logiciel Cura en vieille version, la notice et un cube pré-slicé dont on parlera juste après. Et la dernière chose, c'est une petite clé plate. J'ai plus les dimensions en tête, mais on a Francipé sur le forum qui récemment a fait un tutoriel de réglage des excentriques et il nous redonne les tailles de la clé plate à utiliser. Clé plate à changer pour la simple et bonne raison qu'elle est plus courte que le lit, donc c'est une vraie galère à accéder aux vis excentriques sur le dessous pour les régler. Et en plus de ça, si on force un petit peu, elle a tendance à s'écarter et à ne plus bien accrocher les écrous et à les abîmer plus qu'autre chose. Donc cette petite clé plate, pas géniale. Ensuite, on a un premier bout de papier qui nous explique comment insérer les nappes. Alors je vous disais qu'elle ressemble à la X1 et elle a les mêmes défauts que la X1 et je trouve ça dommage pour une machine qui sort en 2022 quand même. Donc on a des nappes qui sont fragiles à l'insertion et qui peuvent bouger lorsqu'il y a des mouvements. Donc ça clairement, ça va être un mode à réaliser, c'est de sécuriser les nappes comme j'avais fait sur ma X1. Là, pour faire simple, puisque j'ai déjà eu des problèmes de nappes, je les ai collés tout simplement à la colle chaude. C'est pas très joli, mais ça fait le boulot et ça évite d'avoir des nappes qui se décrochent et des courts-circuits. Ensuite, on a quoi? Une première notice
très succincte qui n'aborde même pas les réglages et l'utilisation du laser. Heureusement, j'ai eu affaire au SAV pour cette histoire de nappe. Ils m'ont renvoyé des nappes et ils m'ont renvoyé une seconde notice qui cette fois-ci est beaucoup plus épaisse. Vous pouvez le voir à la caméra. Il y a beaucoup plus de pages et il y a également cette fois-ci les réglages du laser. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour les premiers clients qui, comme moi, l'ont reçu du buying sur les premiers batchs, puisque clairement les premiers batchs, la notice est pas assez complète. La notice en ligne l'était un peu plus parce qu'avant de recevoir le deuxième notice, j'ai quand même regardé la notice en ligne. Et heureusement, ils ont une vidéo d'installation sur leur chaîne YouTube qui aborde tous les détails, notamment le support de bobine qui n'était pas abordé dans la première notice que j'avais, même si j'ai l'habitude, sauf que ça peut être déstabilisant pour un débutant de ne pas avoir toutes les infos dans la notice. Et donc, dernière chose, on a des petites lunettes de protection à utiliser impérativement lorsqu'on fait du laser, puisque le laser peut endommager la rétine si on le regarde directement. Donc ça, c'en est tout pour le packaging. Le déballage, c'était facile, bien protégé. Le montage, pour le coup, c'est comme ce type de machine, c'est très simple. On a tout simplement le portique qui est livré préassemblé. On a juste à le poser sur la base et à fixer deux vis par le dessous. Donc il faut la soulever, c'est assez lourd, il faut faire attention de ne pas l'abîmer. C'est comme sur beaucoup de machines encore une fois, mais voilà, il y a deux vis de ce côté-là, deux vis de l'autre. Le montage est terminé. On a des connecteurs à brancher avec des petites étiquettes qui indiquent où les brancher, mais de toute façon, ils arrivent déjà près du connecteur femelle, donc on ne peut pas se tromper. Il y a le connecteur ici pour le capteur de filament qui remonte ici et qui se fixe là. Capteur de filament qui n'est pas fixé plus que ça, il est juste posé sur une petite tige. Ce n'est pas indiqué dans la documentation papier comment l'installer, ni même dans leur vidéo. Voilà, encore une fois, la documentation, c'est pas génial. Ensuite, on a les deux moteurs de chaque côté et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à brancher. Donc voilà, en parlant de branchement, le management cable du lit à l'arrière est vraiment bien fait, c'est clean, ça a l'air relativement bien fixé sur le lit. Je ne pense pas qu'il y ait de risque que ça bouge sur les mouvements. On verra sur le long terme, mais peut-être que ce serait mieux comme sur la X1 de le sécuriser. Le lit, donc, on va aborder tout de suite les caractéristiques techniques. Donc, c'est un lit qui offre un volume d'impression de 305 par 305 mm, donc 30,5 cm par 30,5 cm. C'est très large. On a des machines qui font plus, mais c'est quand même dans la moyenne haute. Et en hauteur, on a 400 mm. Donc, pareil, on peut faire des impressions relativement hautes. À la vitesse où ça imprime, de toute façon, personnellement, j'imprime jamais d'aussi gros objets. Le lit, il est isolé, alimenté en 220 volts. Il chauffe vite jusqu'à 120 degrés. Ce qui est largement suffisant pour des matériaux standards comme le PLA et le TPU, où moi personnellement j'oscille entre 50 et 60 degrés. Donc ça, c'en est tout pour le lit. La machine, l'intérieur, si vous voulez voir l'électronique, on est sur une carte mère 32 bits, MKS Robin Nano V3 de mémoire, avec des drivers silencieux. On a deux types de drivers qui sont mixés, c'est des drivers classiques, donc j'ai plus les références en tête, mais ce sont des drivers silencieux, donc ça c'est plutôt cool. Mais si vous voulez voir vraiment les photos de l'intérieur, comment c'est monté et les cartes électroniques, que ce soit l'écran ou la carte mère, je vous renvoie sur les forums, j'ai fait des photos très détaillées de l'imprimante que j'ai démontée. Donc ça c'est l'électronique, le lit. En termes de spec, donc on est sur un double Z synchronisé par une courroie, des axes qui n'étaient absolument pas graissés. Donc je les ai graissés puisque dès le début, vous allez voir, j'ai eu un phénomène de banding sur la hauteur. On voyait un petit peu trop les couches. Pareil, des coupleurs rigides. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas des semi-rigides ou des coupleurs type araignée qui sont vraiment très bien. C'est ce que j'avais mis sur ma X1. Il n'y a pas non plus de ressort anti-backlash sur le Z. Donc le Z, voilà, on retrouve un axe Z d'il y a quelques années quand la X1 est sortie. Donc je trouve ça dommage, voilà, ça s'approche de la X1, mais ce n'est pas une X1 améliorée, même si le carénage, pour le coup, est un petit peu plus sexy et un petit peu plus moderne. Quoique certains diront peut-être que ça ne leur plaît pas, c'est vraiment en fonction des goûts. Mais donc voilà, ça c'est l'axe Z. Je revois là où le support de bobine, je ne voulais pas préciser, mais dans le packaging, je l'ai tout utilisé. J'ai pu faire seulement avec 4 cubes, un tout petit échantillon de filament, même pas installé sur une bobine, donc c'est pas pratique à utiliser. Je l'ai remis sur une bobine personnellement, même s'il n'était pas long. Et donc pour l'impression 3D, on a la tête Direct Drive. Donc la tête Direct Drive, on l'enlève tout simplement, voilà, comme ça, en la déclipsant. Et ça, je vous avouerai que c'est quand même super pratique. Ici, on a un système de connecteurs. Derrière, on a une petite vis quand même à visser pour verrouiller le module, même si avec son poids, normalement, je pense pas qu'il va remonter. On ne sait jamais avec les secousses pour pas qu'il bouge. Il y a une petite vis de sécurisation. En parlant de poids, donc cette tête Direct Drive,
Je l'ai pesé à 423 grammes, ce qui est relativement lourd quand même, j'ai envie de dire, mais elle est plutôt bien faite. C'est pratique en termes de maintenance, on a vraiment accès à tout. Donc la tête, c'est une V6, type V6, c'est pas du Volcano, donc ça, j'aurais bien aimé moi une Volcano qui chauffe quand même un petit peu plus vite. On a un BL Touch qu'on peut voir juste là, qui est quand même très proche de la tête d'impression, même si elle est protégée par de la cartouche de chauffe, même si elle est protégée par une petite chaussette en silicone, il faut faire attention quand même que ça ne vienne pas faire fondre le BL Touch. Ensuite, on a un seul ventilateur de refroidissement de la pièce imprimée en 3D, un ventilateur pour le radiateur à la partie froide pour pas qu'il y ait de bouchage. À l'intérieur, on a un head brake avec du PTFE qui va jusqu'à la buse. J'ai eu un bouchage, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je l'ai démonté et je vous ai mis des photos sur le blog. C'est pas un head brake de très bonne qualité. Donc clairement, ce sera encore un upgrade à faire. Vraiment pour moi, quelqu'un qui veut conserver la machine et faire de belles impressions, c'est passer sur du full métal ou encore mieux du bimétal pour un refroidissement optimisé de la partie froide. Donc, et l'extrudeur, pour moi, ça, je pense que c'est un clone de type BMG Dual Gear. Il est efficace pour du PLA, du TPU. Il ne faut pas aller trop vite. J'ai fait du infill à 60 mm par seconde, mais j'ai eu des bouchages quand même en allant un peu plus vite, ou le débouchage non, mais le fil part et s'enroule dans l'extrudeur. Donc le filament en TPU, il n'est pas guidé de façon optimale dedans. J'ai pris l'habitude avec mon LG X-Lite sur la Super Racer d'avoir un levier de réglage de tension. Là, on est sur un ressort, je trouve vraiment pas ça. La répétabilité est vraiment pas géniale. Lorsqu'on le dévisse, qu'on le revisse d'un filament à l'autre, on n'arrive pas à avoir à chaque fois la même pression. Et donc, la consistance de l'extrusion change en fonction des manipulations qu'on a avec ce ressort. Donc ça, voilà. C'est une tête qui est bien pensée, un système modulaire qui est pratique. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir un extrudeur un peu plus moderne, un peu plus performant. Notamment au niveau de la cartouche de chauffe et de l'entraînement du filament. Donc voilà, ça c'est la tête d'impression. Donc voilà, comme je vous le disais, on la glisse ici sur le système de rail et on l'enlève. Donc c'est pratique pour la maintenance, pour déboucher, pour changer quoi que ce soit. Et même pour les gros makers qui ont besoin de changer de buse ou autre rapidement, de passer sur un système vraiment high flow pour imprimer encore plus vite. Bah, si on a les moyens, on s'en achète une deuxième complète et on passe de l'un à l'autre en changeant le tout sans s'embêter du coup à dévisser à chaud la buse pour en mettre une plus grosse si on a besoin d'en mettre une plus grosse. Et donc cette tête d'impression, on peut la remplacer par une tête laser un petit peu plus légère que de la même manière on vient clipser ici. Donc la manipulation est simple, elle se fait bien évidemment hors tension parce que sinon on va avoir des courjus en déplaçant, en branchant les connecteurs à l'arrière. La tête laser, les specs ne disent pas ce que c'est. Je crois que c'est un 2,5 watts. J'ai fait de la découpe jusqu'à 2-3 mm dans du bois, donc c'est quand même assez efficace. Sur le dessous, on a une protection qui permet de quand même protéger le laser de la vision. Elle est aimantée, donc ça c'est pratique parce qu'on la met et on la remet. Et surtout, lorsqu'on utilise, vous allez voir le laser, je vais vous montrer qu'on l'utilise par la suite, mais on doit mettre ces petites pince ici. Si on se loupe sur les déplacements, le laser va venir taper dedans et au lieu de tout péter, tout arracher, tout simplement, voilà, c'est le capot qui s'enlève puisque l'aimant s'enlève. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça m'est arrivé une fois, j'ai arrêté par la suite l'imprimante. Je n'ai pas vu dans les specs et j'ai pas vu à l'usage d'arrêt automatique du laser. Donc en termes de sécurité, quand même à surveiller. Moi, j'ai fait toutes mes impressions dehors parce que ça fait toutes mes gravures dehors parce que ça fait de la fumée. Et donc cette fumée, elle vient se mettre sur les pièces mobiles de l'imprimante et également sur les axes Z avec la graisse. Donc voilà, est-ce que c'est bien de mélanger laser finalement et impression 3D sur la même machine? C'est pas forcément plus risqué qu'un laser posé à côté de l'imprimante 3D. Mais personnellement, je préférerais avoir un laser qui s'utilise quand même dans une boîte et avec un filtrage de l'air. Donc on a abordé le déballage, le montage, les specs. La mise en route, donc la mise en route, encore une fois, la notice est très succincte. Ils nous disent juste de régler donc les excentriques sans plus s'attarder sur comment les régler. Personnellement, j'ai quand même vérifié que cet axe-là était parallèle au châssis. C'était le cas. J'ai démarré la machine. J'ai suivi la procédure qui explique de faire une mise à niveau du plateau automatique, donc avec le BL Touch,
Impossible de lancer la procédure. Le bell touch était rouge, donc sous tension, bien allumé, mais ça ne se lançait pas. Donc déjà, j'ai dû faire appel au support très réactif puisque c'était le soir très tard. Je ne sais pas quelle heure il était au niveau du support, je ne sais pas dans quel pays il était, j'imagine en Chine, mais on m'a répondu, on m'a dit « Attends, je sors de mon lit, je vais t'aider ». On m'a proposé tout de suite de flasher le firmware. Soit je les ai écoutés, j'ai flashé le firmware, ça n'a pas résolu le problème. On m'a dit de bien vérifier les nappes, de vérifier que je ne les ai pas abîmées en les montant. Je les ai démontées, je les ai regardées visuellement, j'y voyais pas de problème. Et comme la machine vient avec une nappe de rechange à ce niveau-là, ils m'ont dit bah, change la nappe et vois ce que ça donne. Ça m'était déjà arrivé sur la X1, cette nappe-là avait cramé. Donc j'ai remplacé la nappe. Tout est rentré dans l'ordre. Donc là, super, je lance mon premier print après avoir sécurisé, collé les nappes à la colle glue. Le premier print, c'est un cube, je l'ai numéroté numéro 1. C'est un cube tout simplement de 2 cm d'arête qui est un petit peu trop écrasé sur la première couche. Du coup, on a des codes qui ne sont pas forcément très bonnes et on peut voir un effet de banding. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la calibration de l'extrudeur. Les e-steps n'étaient pas forcément parfaits. Calibration de l'extrudeur, si vous voulez savoir comment faire, il y a un tuto sur le forum, je vous renvoie dessus. Donc ça extrudait un tout petit peu trop. Donc j'ai réduit les e-steps en faisant un produit en croix tout simplement. J'ai refait le même cube, c'était pas forcément mieux. Donc j'ai tranché le cube avec Cura. Et là, première impression avec Cura en mettant les réglages, le peu de réglages qu'ils conseillent dans la notice, c'est passé, mais le cube n'était pas forcément mieux. Je l'ai refait avec Simplify 3D, 2 fois en modifiant quelques réglages. Et là, on a quelque chose de mieux que ce que j'ai pu réussir à avoir avec Cura et surtout de beaucoup mieux que ce qui était tranché sur la carte SD. Donc, est-ce que ça va être comme la notice? Sur les cartes SD des batchs suivants, on aura des G-codes de meilleure qualité. Mais voilà, donc le cube est mieux, les codes sont bien, mais on a quand même un léger effet banding que j'ai essayé avec différents cubes d'enlever, donc en remontant l'axe Z complètement, avec aussi cet axe-là pour qu'il soit bien parallèle. Même si on est sur des coupleurs rigides, j'ai écarté la vis trapézoïdale de l'axe du moteur parce que les deux se touchaient, même si normalement sur des coupleurs rigides, ça peut le faire. Je les ai écartés un petit peu, ça a légèrement réduit l'effet de banding, mais c'est pas encore parfait je trouve et j'arrive pas à me défaire de ce phénomène. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'axe Z. J'ai pas senti de boindure sur les mouvements. Je pense que des coupleurs araignées clairement amélioreraient le truc. Voilà, c'est pas parfait à mon goût. C'est vrai qu'aussi j'ai été habitué à ma X1 modée. La Super Racer aussi me fait de superbes prints. Donc voilà, j'ai la barre très haute en termes de qualité. Ce ne sont pas des mauvais prints, vous pouvez le voir à l'écran. Je vous mettrai également des photos dans l'article sur le blog. Ce pas des mauvais prints, mais ce ne sont pas non plus des prints parfaits. Donc l'effet de banding, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. J'ai lancé par la suite différents prints avec un autre PLA rouge de chez Strong Hero 3D. Et là, premier print au bout de quelques minutes, enfin un peu plus long que le cube, bouchage. Je démonte la tête, c'était facile, c'était bouché au niveau du PTFE. J'ai chauffé un petit peu plus pour le démonter. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais la buse de base c'est 240 degrés puisqu'on a du PTFE. Et le PTFE n'était pas de bonne qualité. Donc j'ai commandé un headbrake full metal sur Amazon pour recommencer les prints. Ça arrivait vite, c'est l'avantage d'Amazon. Je relance le print, deuxième bouchage. Et là, je m'aperçois que le ventilateur du corps froid donc de la tête d'extrusion, donc le heatsink, le radiateur, était éteint. Donc forcément, le filament sur la rétraction remonte dans le corps froid, il durcit puisque c'est froid et ça bouche. En cherchant un petit peu, dans la notice, il y a un paramètre, c'est le fan cooling number de tête qui est mis à 1 dans Cura et par défaut il est à 0. Et par défaut 0, donc c'est le ventilateur du dessous qui vient refroidir la partie imprimée en 3D. Et si on met 1, ici ça vient éteindre ce ventilateur. Je me suis plaint auprès du support et dans le support ils m'ont dit mais dans la notice il y a marqué de adapter ces réglages à votre besoin. J'ai trouvé cette réponse un peu abusée parce que quand même le besoin de base c'est d'imprimer et de mettre 1 dans le G-code, ça veut dire que durant tout le print, le radiateur n'est pas refroidi par le ventilateur. Donc c'est complètement ridicule, la réponse était bidon et voilà, la notice elle est vraiment mal faite et il ne faut vraiment pas utiliser ces paramètres là. Il faut laisser le paramètre de Cura qui est à 0 et donc comme ça sur la première couche, on éteint le
le ventilateur qui s'ouvre sur le plastique imprimant 3D pour pas d'avoir d'effet de warping, de décollement de la première couche. Et sur les couches suivantes, on allume le ventilateur de refroidissement du plastique imprimé qu'on imprime. Mais sauf que là, dans le G-Code, ça l'allume, mais ça ne vient pas allumer celui-ci puisqu'il est éteint. Donc, bref, voilà, pour mes déboires, j'ai quand même du coup finalement, en modifiant les paramètres, imprimé 2 Benchy. Le premier sous Cura avec les paramètres Cura 5, avec les paramètres quasiment par défaut. Et en termes de couture Z et de fin de couche, eh ben, on a des petits blobs et une couture tout du long, donc c'est pas parfait. C'est moins bien en termes de résultats que mon profil que j'utilise habituellement sur Simplify 3D, mais j'ai pas mal optimisé et j'ai beaucoup de recul puisque je l'utilise sur beaucoup de machines. On a encore un très léger effet de banding sur les couches. On voit les couches visibles, c'est pas parfaitement lisse. À ce sujet-là, sur le groupe TVOOP, on m'a conseillé de désactiver la chauffe du plateau. Je me suis dit c'est un peu dommage, j'ai même pas essayé. On m'a dit que ça améliorait grandement ce souci de banding, donc qui visiblement est connu. Mais bon, on a un plateau chauffant en termes d'adhésion, je voulais pas le couper, donc j'ai même pas testé. Donc toujours cet effet de banding. À côté de ça, la première couche, nickel. Donc la mise à niveau du plateau se fait bien, le plateau est bien plat, il n'est pas concave au centre, donc ça c'est nickel pour ce type de grand plateau. Zéro effet stringing sur le Benchy. Je pense qu'il allait un peu vite. J'ai fait mes tests de mémoire entre 60 et 80 mm par seconde en infill, donc un peu moins en couche extérieure, mais je pense que c'est encore un peu rapide. Ils annoncent une vitesse maximum de 150 mm par seconde comme la Super Racer. Sur ce type de cinétique, je ne pense pas que ce soit raisonnable. Et 250 en mouvement, en travelling, en déplacement sans impression, clairement, je pense que ce sont des chiffres qui sont un peu farfelus et un peu exagérés. Je pense qu'on est plus sur du 60-80 si on veut aller vite et vraiment du 60 si on veut de la bonne qualité en termes de vitesse d'impression. Donc, je suis resté sur ces vitesses-là pour les impressions suivantes. Donc, j'ai imprimé le fameux Kickstarter Torture Test. Donc, on n'a pas de résonance, de ringing. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours l'effet de banding. Les cercles sont bons, les cotes sont bonnes. L'overhang, donc les impressions en porte-à-faux sont vraiment très très bonnes. Le refroidissement, malgré le fait qu'il n'y ait que d'un côté et un seul ventilateur, le refroidissement est bien dirigé vers la buse et refroidit bien. Les pontages sont pas mauvais, mais on pourrait faire mieux parce qu'on peut voir quand même qu'il s'affaisse un petit peu. Mais globalement, c'est un test qui est très bon. En termes de tolérance, ça va jusqu'à 0,3 mm. Le 0,4, la 0,2 sont pas sortis. Le 0,5, ça sort bien. Donc la tolérance, voilà, il va peut-être raffiner les paramètres d'extrusion, mais c'est quand même pas mal. Par contre, alors qu'il n'y en avait pas sur le bateau, on retrouve un petit peu de stringing sur les pics ici et surtout les pics en termes de vitesse. Et ben, la qualité est pas géniale, j'ai eu mieux sur des cartésiennes, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai fait le gros cube. C'est des impressions qui durent des longues heures, hein, c'est long. J'ai pris des photos, j'ai plus les chiffres en tête, je vous les mettrai sur l'article sur le blog. C'est long, mais les impressions se sont réussies. Donc ici, on a la pyramide inversée à l'intérieur et le dôme sans support qui se sont quand même globalement plutôt pas mal imprimés. Là, on peut voir les écritures quand même qui sont vraiment bien faites aussi. Le cercle là, le porte-à-faux en cercle sans support, c'est bien aussi. Globalement, ce gros cube qui est pas facile à imprimer, bah, il est bien sorti. Et encore une fois, le seul défaut apparent, c'est l'aspect sur le Z. Je pense que le déplacement n'est pas parfait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou peut-être l'extrusion, mais sur l'écran, je n'ai pas vu de variation de température. Donc normalement, les PID sont bons, je les ai refaits. On a accès au PID de la buse pour ceux qui veulent, pas accès au PID du bed. Donc le bed, on ne pourra pas. Mais voilà, une grosse et dernière impression de benchmark sur cette machine dans le peu de temps imparti que j'avais pour faire le test. Et ensuite, je suis passé au TPU. Donc le TPU, j'ai fait une seule impression qui s'est bien déroulée. J'ai gardé quasiment le même profil que le PLA, donc, mais je me suis limité à 60 mm secondes en infill. En TPU, j'ai des bords, les extrémités, les périmètres qui sont imprimés lentement parce que je ne sais pas ralentir en fonction de est-ce qu'on a du porte-à-faux ou pas, et que le porte-à-faux est vraiment pas facile à imprimer en TPU, donc je le fais lentement. Ça impacte tout le reste
de l'impression, mais on peut quand même globalement aller relativement vite. C'est du direct drive, donc ça sort bien le TPU, mais pas de façon parfaite, puisque j'ai quand même eu ici, là, je vais vous le montrer, hein, à l'intérieur de l'extrudeur, le TPU qui voilà, venait s'enrouler là-dedans, et donc l'impression ne se faisait plus. C'était pas bouché, mais on n'avait plus de filament qui sortait. Donc le TPU n'est pas parfaitement guidé dedans, il peut s'échapper des engrenages. Donc c'est dommage, mais par contre, voilà, du TPU, quasiment aucun stringing, les pointes des oreilles qui sont bien faites, première couche nickel, ça accroche bien sur le lit. On se rend moins compte puisque le TPU fond bien, mais globalement, en général, les impressions en TPU sont plus flatteuses que des impressions en PLA. On peut voir un peu ici sous le visage du petit lapin que le filament est tombé puisqu'il n'y avait pas de support. Mais dans l'ensemble, voilà, un filament souple qui est quand même solide. Vous pouvez voir que là, l'oreille ne s'arrache pas. Une belle impression TPU, donc elle est capable de faire du TPU. Pour faire vite l'écran, je verrai si je vous mets une petite vidéo ou pas des menus. Les menus sont complets. En impression 3D intuitif, on a accès à pas mal de réglages, dont les e-step. Est-ce qu'on active ou pas le capteur de filament? L'interface est jolie. Ensuite, on passe au laser. Donc personnellement, j'ai commencé sans notice. J'avais un peu l'habitude. Je me suis douté que pour le laser, il fallait protéger donc le lit non amovible, encore une fois, du laser. Donc ils ont fourni une petite plaque en alu, une petite plaque en tôle, je ne sais pas si c'est de l'alu. On peut voir dessus qu'on a des restes, des traces d'impression, donc vraiment, faut penser à la mettre. Elle se fixe dessus avec, je vais enlever tous ces petits objets pour pouvoir manipuler le disque, le plateau. Donc elle se met tout simplement sur le dessus, on la fixe avec au minimum 2 pinces, donc qui viennent écraser l'isolation du disque, mais ça tient bien. Et ensuite, voilà, donc forcément, dans le menu, on dit qu'on veut passer en interface laser. Ensuite, il faut redémarrer pour recharger l'interface laser. Et surtout, il faut éteindre la machine pour venir insérer le laser. Donc le laser, la doc en ligne indique de faire un focus à la main à environ 2-3 mm. Donc on le met à 2-3 mm à la main. Et on vérifie que le point du laser est quand même bien rond, bien pas trop écrasé, pas trop petit et invisible sur le support à graver. Donc on fait voilà le focus à la main. Mieux vaut le faire avec ici les moteurs éteints parce que les menus on peut faire que 0,1 mm ou 0,01, donc c'est lent les déplacements. Une fois qu'on a fait le focus, et bah, tout simplement on positionne le laser où on veut et là bah, on peut s'apercevoir que si le lit n'est pas parfaitement droit, et bah, le laser lui il vient taper où sa distance par rapport au lit est réduite. J'ai pas vu dans les menus, je ne sais pas si ça utilise le mesh leveling qui a été fait avec la tête d'impression 3D et le Bell Touch. Donc ça, faut le prendre en compte. Si on a un lit qui n'est pas parfaitement mis à niveau à la main, ce que je ne fais pas forcément puisque le Bell Touch vient compenser, et ben faut bien faire gaffe que le laser soit à la même hauteur partout au niveau du lit. Pour ce faire, on a des molettes. Donc ils ont mis des molettes, c'est cool. Mais les molettes, c'est comme la clé pour venir régler les excentriques. Ces molettes-là, elles sont trop petites. C'est vraiment pas facile d'y accéder. En tout cas, moi, avec mes grandes mains, j'y arrive pas forcément facilement. Mais donc voilà, il faut bien refaire le leveling à la main pour utiliser le laser. Ensuite, sur le menu, on met positioning et tout simplement, on va chercher son fichier et on fait engraving. Avant de lancer la gravure, on peut faire une simulation du laser, encadrer l'objet pour vérifier si le support à graver est bien positionné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'objet à graver, le support à graver, admettons, on prend une petite planche. Bah voilà, il est posé dessus. Si on le met au milieu, comment est-ce qu'il tient? On ne peut pas le fixer avec la pince. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une pince, mais mes petites planches, et ben, en mettant qu'une seule pince là, sur ce côté-là, à l'extrémité, et bien tout simplement, elles rebiquaient. Donc j'ai dû les fixer sur le lit avec du scotch. Donc déjà, voilà, ça, c'est pas super pratique. Moi qui ai eu des graveurs comme le Atom Stack qu'on pose au-dessus de l'objet à graver, là, il faut bien fixer l'objet soit avec des pinces, tout autre chose ou du scotch sur le lit pour ne pas qu'il bouge. Donc on pose l'objet, on simule le chemin du laser et malheureusement si ce n'est pas bien fait, il faut sortir du mode de gravure, il faut aller dans les menus,
Et là, puisque le laser a bougé, les moteurs sont en prise. Donc, il faut les changer soit avec les boutons qui permettent de faire bouger le laser dans tous les axes. C'est lent, c'est pas forcément pratique. Mais si on veut le faire à la main, il faut aller dans le menu de homing, donc de retour au point de départ du laser, déverrouiller les moteurs, le faire à la main, retourner dans le menu de positionnement du point de départ du laser et ensuite retourner dans le menu de gravure, charger le fichier et lancer la gravure. Clairement, le workflow sur le menu du graveur, je ne l'ai pas trouvé pratique. Ils peuvent tout à fait l'améliorer en proposant des mises à jour. Mais moi, ça m'a vite pris la tête. Donc, j'ai pas fait 3 tonnes de gravure. J'ai voulu, ce que j'avais pas fait sur mes précédents tests de graveur et que mes collègues ont fait beaucoup mieux sur les tests suivants, c'est lancer un test de puissance et de vitesse. J'ai pas réussi à générer des fichiers compatibles avec laser GRBL. Donc j'ai dû utiliser Lightburn. Ma version de démo était expirée, donc j'ai dû réinstaller Lightburn dans une machine virtuelle parce que je ne voulais pas l'acheter. Bref, je l'ai lancé, je me suis trompé dans l'échelle. Lightburn est en millimètres par seconde et la doc, elle parle de vitesse en millimètres par minute, donc c'est 700 et moi j'ai mis 700 millimètres par seconde. Je pense que c'est bridé au niveau du firmware, mais c'est quand même allé beaucoup trop vite. Donc mon premier test a loupé. J'ai ajusté ensuite les paramètres et j'ai refait un test qu'on peut voir juste là. Et globalement, à 700 millimètres par minute et avec un laser à 40-50%, on fait des belles gravures propres sans que ce soit cramé. Mais on n'a pas ensuite de variation de gris. Mais voilà, si on veut juste faire un dessin avec une seule nuance, une seule couleur, ben voilà, 700 millimètres par minute, 50% de gravure, c'est très bien. Ensuite, sur ce même fichier, j'ai fait un test avec Lightburn que je ne maîtrise pas du tout de logo. Ça n'a pas très bien réussi. L'algorithme de transformation de l'image n'était pas génial non plus. Puis on peut voir que par certains endroits, la puissance du laser était trop faible. Toujours avec Lightburn, j'ai fait un test de découpe dans cette planche en bois qui était fournie avec l'imprimante. J'ai oublié de le mentionner dans le packaging. Donc la découpe, je l'ai faite, je l'ai noté là. Donc à 3,3 mm par seconde. Puissance du laser à 100% et 5 passes. 5 passes, j'ai retrouvé le carré sur l'alu, donc je pense qu'on pouvait faire moins, mais la découpe est propre, nette. En tout cas, du côté où on a découpé, j'avais pas mis de scotch pour le protéger. Il n'y a pas non plus de air assist. Donc voilà quand même pour découper ce bois qui, je crois, fait 3 mm d'épaisseur. Ensuite, j'ai fait des tests avec des planches de bambou que j'avais achetées sur Amazon à l'époque pour le test du Atom Stack qui remonte à il y a quelques années maintenant. J'ai pas refait de test entre temps, même si on en a publié plusieurs sur le blog. C'était des collègues ce sont des collègues qui les avaient fait. J'ai fait des tests cette fois-ci avec laser GRBL avec le logo des imprimantes 3D. Donc là, on pouvait voir que c'était beaucoup trop cramé. J'ai réussi ici à obtenir un réglage pas trop mal. Je vous mettrai tous les paramètres dans l'article sur le blog, mais en gros, je suis à 700 mm par minute. Puissance minimum du laser 30%, puissance maximum 90%. Et ça donne ça. Et en termes de découpe, là, j'ai fait des découpes le même carré avec seulement 2 passes dans mon bambou qui, je crois, je remettrai dans l'article, mais je crois fait 4 mm. Donc c'est épais, le bambou c'est pas dense, donc ça se coupe facilement. Mais voilà, la découpe se fait bien malgré le fait que je crois que ce laser n'est qu'un 2,5 ou 5 watts, donc c'est pas hyper puissant. Mais on peut faire de la découpe et avec ces mêmes paramètres, du coup, j'ai refait une petite découpe d'un objet que j'ai trouvé gratuit sur Cult. Je vous mettrai le lien dans l'article sur le blog. Une petite licorne qui fait en même temps dans la découpe là, de son cou un visage. Donc c'est un double objet qu'on peut même suspendre avec le petit œil. Donc voilà, la découpe est vraiment nette. Les arcs de cercle, les arrondis sont propres. C'est pas dentelé. Par contre là voilà, on peut voir que le laser brûle un petit peu les contours. Donc si on ne fait pas de peinture ou de post-prod, peut-être ajuster un petit peu la puissance du laser. Mais voilà, ça découpe, ça grave. Au delta près de l'inconvénient dont je vous ai parlé du workflow et de l'interface de l'écran que j'ai pas trouvé génial, de cette contrainte. Voilà, c'est le lit qui bouge, c'est pas le laser qui se déplace sur les deux axes. Le X est ici et le Y c'est le lit, contrairement à beaucoup d'autres lasers où le laser se déplace sur les deux axes et l'objet ne bouge pas. Donc il faut bien fixer l'objet sur le lit et un peu se prendre la tête à faire le point de départ du laser. Après, si on n'a pas de contrainte de gâchis de
de pièces. On met une grosse pièce, on fait un positioning dans un coin et ensuite le laser il se débrouille même si c'est pas vraiment au bord. Voilà, moi il fallait que ça tombe pile poil au milieu de ma petite planche de 12 cm de large. Donc il fallait que je fasse un positioning correct. Et donc oui, voilà, comme je vous le disais, maintenant que je l'ai installé, quand même si on le met un petit peu trop bas, voilà, hein, c'est presque proche. Si ici je me mets là et que je déplace le lit trop loin, bah voilà, je viens pas arracher la tête puisque tout simplement c'est le capot qui vient de s'enlever avec l'aimant et qui se remet si le lit repart dans l'autre sens. Donc ça, j'ai trouvé ça pratique, c'est un bon point quand même. Et au moins le laser n'est pas à la vue directe de l'œil, même s'il faut, malgré cette petite protection, ne pas le regarder en direct sans les lunettes qui sont fournies avec. Ça m'embête aussi moi de pas que ce soit pas un laser du coup qui soit dans un caisson parce que j'ai un chat et j'ai pas envie qu'il vienne se bousiller les yeux non plus à le regarder. Parfois il est curieux, qu'il vienne pas mettre sa patte et se cramer. Donc bon, voilà, c'est un accessoire qu'il faut utiliser en connaissant les risques et donc dans un endroit qui est quand même sécurisé, qu'il n'y a pas d'enfants qui peuvent venir voir, bidouiller, regarder, se cramer les yeux. Donc voilà, je vois que la vidéo est déjà longue à l'écran, même si comme la machine est grosse, j'ai dû mettre mon appareil photo loin. J'espère que la vidéo sera quand même cool à regarder. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, si la vidéo vous a plu, que vous l'avez regardée jusque-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide la vidéo à être référencée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, ça ne va pas vous polluer vos notifications puisqu'on ne publie pas de vidéos tous les 4 matins, mais au moins quand il y en a une nouvelle, vous êtes alerté par l'application YouTube. Et donc pour la conclusion, on a donc une base, un concept intéressant, ce concept-là de tête modulaire, je trouve ça vraiment pratique aussi bien pour changer de tête, passer de la gravure à l'impression 3D que même juste pour l'impression. Je retrouve un petit peu le côté très pratique du retrait de la tête de la Super Racer, même si là avec les axes, les tiges qui sont maintenues par des ressorts, c'est un petit peu plus tricky que là voilà, juste enlever la tête d'impression, changer la buse pour mettre une buse neuve, faire un débouchage, changer quoi que ce soit, faire appliquer un mode sur la tête. Je trouve ça super pratique de pouvoir démonter et remonter la tête aussi simplement et aussi rapidement. Par contre, voilà, je trouve qu'on est sur une base un peu old school, donc de X1, où on a un grand axe Z qui n'est pas sécurisé. On a des pieds en caoutchouc qui viennent quand même empêcher les vibrations et de trop bouger, mais qui ne sont pas réglables en hauteur. Donc, si on a un support qui n'est pas clean, voilà, il faudra l'ajuster différemment. On a un capot qui est joli. Voilà, l'imprimante, elle est jolie. Bon, c'est pas ce qui fait, c'est pas le but d'une imprimante non plus. J'ai oublié de le préciser. Là, on a des embouts quand même qui protègent un petit peu l'électronique et les axes qui n'est pas d'origine sur les X5. Moi, j'avais imprimé, mais ils n'ont pas mis de tendeur de courroie pour tendre la courroie. C'est à l'ancienne, il faut enlever, dévisser une pièce, tirer, resserrer. Alors qu'une petite molette de tension, c'est quand même super pratique. Quoi dire d'autre? Oui, les nappes, les fameuses nappes qui ne sont pas sécurisées. En plus du fait que parfois, si on n'a pas des nappes de qualité, le courant qui passe vient les cramer parce qu'il y a trop de courant. C'est dommage, ils auraient dû mettre à la limite un joli management de câble comme ils l'ont fait pour le lit. Voilà, c'est une base qui est bien, qui est sympa, mais qui demande à être améliorée et qui clairement, pour moi, à voir avec les batchs suivants, ne convient pas à un débutant qui n'a pas l'habitude de bricoler, bidouiller et de se documenter. Tout simplement parce que la doc n'est pas assez complète, la machine demande un petit peu à être réglée, elle n'est pas super efficace à 100% en sortie de boîte, en tout cas dans mon cas de figure. Encore une fois, même si on me l'a envoyé gratuitement pour un test, ils ne m'ont pas préparé. Donc voilà, puis de toute façon, je me mets toujours dans la peau du débutant, dans la peau du client classique qui achète sa machine. Et je ne vais pas vous mentir, personnellement, j'ai trouvé la documentation vraiment pas assez complète. Les réglages de base pas forcément bien faits, même si de toute façon des excentriques, il faut toujours les régler. Voilà, c'est des défauts. Il y a quelques défauts qui sont connus depuis longue date que j'aurais aimé qu'ils les corrigent eux-mêmes et qu'on n'ait pas, nous, à venir renforcer le Z, mettre des tendeurs de courroie. Mais bon, après, il y a un peu de R&D, il y a un système qui peut-être coûte un petit peu plus cher en termes de modularité. Et puis, c'est vendu quand même avec une tête laser, donc déjà ça vient augmenter le prix. Donc peut-être qu'après ils se sont dit que s'ils mettaient toutes ces améliorations de tendeur de courroie, de renfort de l'axe Z, le prix allait exploser puisqu'on est déjà quand même une machine qui avoisine les 600 €. Donc ils ont peut-être fait ce choix-là dans ce sens-là. Je pense qu'un maker qui aime bricoler et qui a besoin d'avoir un laser, qui a des contraintes de place dans son bureau, dans son atelier, qui ne peut pas
ou des contraintes de budget qui ne peut pas avoir les deux, bah voilà, c'est une machine qui fait les deux, qui peut faire les deux bien si on y passe un petit peu de temps en termes de réglage et je pense d'amélioration. Mais il faut le savoir, voilà. En soi, ce n'est pas une mauvaise machine, ce n'est pas la machine parfaite en termes d'impression 3D, ni en termes de gravure. Je pense qu'elle fait les deux un peu mieux que moyen. Je ne vais pas dire que c'est moyen, ce serait vraiment être méchant quand même pour cette machine, mais je pense qu'il y a des choses à améliorer et je pense qu'elle pourrait fonctionner mieux. Donc voilà, libre à vous si vous avez envie de vous lancer en fonction de vos besoins et de vos contraintes en termes de qualité. Bah, voilà, vous avez toutes les billes en main. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça vous intéresserait une machine de ce type. Et quand même, avant là, de vous laisser, je vais le ressouligner, le support Tevo Up. Donc Up, c'est Tevo Up, Level Up, amélioré. Je pense qu'ils ont mis ça pour ça. Bon, en termes de contrôle qualité, les coupleurs touchaient presque le moteur, donc c'était pas un montage génial. Les axes n'étaient pas graissés. Voilà, j'ai un premier batch, peut-être que les batchs suivants seront mieux. Donc le contrôle qualité et la qualité de base sortie de la machine, je ne peux pas comparer avec les anciennes Tevo, mais c'est pas génial à mon goût. Par contre, le support est très réactif, que ce soit donc en privé sur Facebook, sur leur groupe, il y a une petite communauté. Donc voilà, support quand même qui m'a bien dépanné, qui a été réactif et qui m'a envoyé gratuitement donc une nappe de rechange, puisque j'avais utilisé celle de rechange et surtout parce que la nappe fournie d'origine n'a pas fonctionné une seule fois. Et ils m'ont aussi fourni quelques pièces de plus. Un support pour le capteur de niveau, le capteur de filament et également quelques roulettes V pour les différents axes. C'est plutôt sympa, support réactif. Je ne voulais pas mentionner dans les specs, hein, mais du coup, le capteur de filament, on a la reprise sur impression lorsqu'on n'a plus de filament ou que le filament est cassé. Et également, on a une reprise d'impression sur patte de courroux. Voilà, je ne vais pas m'attarder, la vidéo est plus longue que ce que j'aurais aimé. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochains tests, puisque j'ai déjà des machines dont je ne peux pas vous parler puisqu'elles n'ont pas encore été annoncées, mais des petites surprises de chez Elegoo à vous présenter. Et également, on va avoir des tests, donc ils ne seront pas sur YouTube, mais sur le blog, réalisés par les collègues du forum, donc modérateurs et même participants, des tests d'imprimantes 3D et de laser. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur le blog ou au moins les réseaux sociaux Facebook et Twitter sur lesquels on relaie à chaque fois nos tests et tous les articles qu'on poste sur le blog. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous laisse. C'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.